de la caractérisation des sténoses veineuses par échodoppler. Alors, on a tous l'habitude de caractériser les sténoses artérielles comme ici, par exemple, les carotides, en mesurant un diamètre de la lumière résiduelle et en calculant un pourcentage de sténose. Et puis, on se réfère à des abacs de vitesse qui nous donnent des degrés de sténose. Et vous allez voir qu'avec les fistules artério-veineuses, il faut changer de mode de raisonnement. Alors, quelle est la problématique clinique des fistules artério-veineuses? Elles doivent autoriser de dialyser de façon efficace, donc de ponctionner à 2 aiguilles, d'avoir un débit suffisant, des constantes acceptables, une bonne épuration. Et puis, évidemment, il faut éviter le risque de survenue d'une thrombose. Alors, sur cette base-là, on peut distinguer les sténoses veineuses selon qu'elles sont symptomatiques, et bien sûr, on va les traiter, ou asymptomatiques. Et les sténoses asymptomatiques peuvent être à risque de thrombose et on a envie de les traiter. Si elles n'ont pas de risque de thrombose, on peut tout à fait se contenter de les surveiller. Évidemment, il existe des sténoses symptomatiques et à risque de thrombose qu'on va traiter encore plus rapidement. Alors, il faut aussi évoquer l'imputabilité des sténoses veineuses. En cas de dysfonction de la fistule ou de signes cliniques ou de symptômes évocateurs d'une sténose, on peut effectivement retrouver une sténose, mais aussi une autre pathologie. On peut avoir une autre pathologie qui explique les troubles et une sténose potentiellement asymptomatique. On peut aussi avoir plusieurs sténoses veineuses, une sténose artérielle et une sténose veineuse. Donc, imputer la symptomatologie aux sténoses est un vrai problème. Juste ce rappel pour signifier que la localisation de la sténose va avoir des conséquences différentes. Les sténoses de l'artère, de l'anastomose ou en amont du point de ponction artérielle vont entraîner un hypodébit. Les sténoses entre le point de ponction artérielle et le point de ponction veineux peuvent permettre une dialyse normale et sont souvent dépistées tard. Et les sténoses distales en aval du point de ponction veineux vont être responsables d'une augmentation de la pression veineuse. Alors, comment faire le diagnostic de ces sténoses? Leur dépistage est tout à fait simple. On voit très bien cette sténose qu'on caractérise sur le plan anatomique en mode B. On va utiliser le Doppler couleur ou le Doppler énergie qui mettent en évidence très simplement ces sténoses. Pour les nostalgiques de la radiologie, on a maintenant des modes d'imagerie qui donnent des images tout à fait correspondantes à celles de l'imagerie radiologique, avec en plus une très bonne visualisation des tissus de voisinage, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, on peut aussi caractériser ces sténoses sous l'angle anatomique, selon qu'on a affaire à des sténoses par hyperplasie intimale, où on a un épaississement de la paroi, des sténoses par fibrose pariétale, où on a une rétraction des parois de la veine. Ça peut être aussi une fibrose valvulaire ou d'autres mécanismes comme une plicature ou une compression extrinsèque. Quels sont les paramètres de quantification? On peut mesurer le diamètre de la lumière veineuse et en déduire un pourcentage de sténose. On peut mesurer le pic de vitesse systolique max et là encore, en déduire un ratio de vitesse. Alors, quand on regarde la littérature et qu'on regarde des études qui ont comparé l'écho-Doppler et la phlébographie, on a des résultats qui sont globalement satisfaisants, une bonne concordance, mais les résultats sont quand même un peu disparates. Ce qui est encore plus disparate, c'est les critères écho-Doppler qui ont été étudiés. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est toujours en comparaison à une caractérisation en degrés de sténose sur l'examen phlébographique. Alors, Fartash a vraiment bien modélisé le problème de la quantification en pourcentage des sténoses. Et comme vous le savez tous, une veine de drainage, c'est souvent un vaisseau qui est très irrégulier. Et selon le diamètre auquel on se réfère, on peut, pour une même sténose, la quantifier d'une sténose à moins 25% ou à plus 75%. Donc, cette quantification en pourcentage, elle est quand même très, très aléatoire. La quantification hémodynamique en vitesse n'est pas parfaite non plus, puisque pour une même sténose, comme c'est figuré sur le schéma, selon le débit basal de la fistule, on peut avoir un retentissement hémodynamique de la sténose qui va être différent
Évidemment, plus le débit est élevé, plus la sténose va être significative au plan hémodynamique. Alors au final, qu'est-ce qu'on va retenir comme critère de quantification objectif? Le diamètre de la lumière veineuse. Je crois qu'on peut oublier le calcul en pourcentage. On retient le pic de vitesse systolique max, mais surtout, il faut ajouter le débit de la fistule et éventuellement l'indice de résistance. Alors, quels sont les critères d'une sténose symptomatique? Fartache a comparé deux groupes de patients, ceux qui avaient une fistule normale et ceux qui avaient une dysfonction de leur fistule. Et il a observé que le diamètre était bien sûr, le diamètre minimal était diminué en cas de dysfonction de la fistule, et il a pu établir une valeur seuil à 2,7 mm. Avec la même analyse, Cho a comparé là encore deux groupes de patients et a pu déterminer que chez les patients porteurs d'une sténose symptomatique, on avait un débit plutôt inférieur à 612 ml par minute et un indice de résistance inférieur à 0,63. Est-ce qu'on peut identifier les sténoses à risque de thrombose? On sait depuis très longtemps que plus le débit de l'accès vasculaire baisse, plus le risque de thrombose augmente, tant et si bien que les Kadoki en 2006 recommandaient très clairement d'explorer, si ce n'est de traiter toutes les fistules dont le débit était mesuré avec des valeurs inférieures à 400 ou 500 ml par minute. 2019, les mêmes Kadoki sont beaucoup plus prudents et se rappellent qu'il n'y a pas assez de preuves pour conseiller une surveillance systématique du débit ou de l'imagerie des fistules quand elles sont asymptomatiques, et on ne recommande plus de gestes d'angioplastie devant une sténose en dehors de signes cliniques associés. C'est une recommandation conditionnelle par manque de preuves. Vraiment tort. Voilà le cas d'un patient qui a une fistule qui marche parfaitement bien avec un débit supérieur à 1 litre par minute, pas de problème particulier. Et si on fait un examen écho-doppler, on va retrouver cette sténose qui laisse un diamètre de la lumière résiduelle supérieur à 3 mm, mais qu'on peut quantifier à 60 ou 80% si on calcule, si on raisonne en pourcentage de sténose. Évidemment, il n'y a aucun bénéfice à dilater cette fistule. Un autre patient asymptomatique lui aussi, avec un bas débit, si on l'examine en écho-doppler, on va trouver là encore en pourcentage une sténose de l'ordre de 50% ou un peu plus. C'est une sténose qui n'a aucun retentissement hémodynamique et le bas débit est lié au caractère très athéromateux de l'artère radiale. Il n'y a aucune indication à aller dilater cette pseudosténose. Donc, il faut aller plus loin et je pense que l'idée, c'est vraiment d'utiliser des critères combinés. Et dans cette étude, Argancillo a comparé des patients qui avaient une surveillance clinique isolée et une surveillance clinique associée à une surveillance écho-doppler ou transsonique. Et il a considéré comme critère d'intervention un débit inférieur à 500 ml ou diminué de 25%, et ou une sténose supérieure à 50%, avec un pic de vitesse systolique max supérieur à 4 mètres par seconde ou un ratio supérieur à 3. Donc, une combinaison de critères de débit et de caractérisation de la sténose. Et là, il y a un vrai bénéfice à traiter les patients qui ont une sténose asymptomatique. Une autre approche qui me plaît beaucoup, c'est celle de TUCA, qui distingue bien les sténoses borderline, donc qui ont un ratio de vitesse supérieur à 2 avec une évaluation en pourcentage supérieur à 50%, et puis les sténoses à risque, auxquelles on associe des critères de débit inférieur à 600 ml par minute ou diminué de 25%, et un diamètre de la lumière résiduelle inférieur à 2 mm. Finalement, les dernières recommandations de l'ESVS montrent quand même qu'il y a un intérêt à surveiller et à pratiquer l'écho-doppler en cas de dysfonction d'un accès vasculaire, à surveiller les patients, et par contre, ils sont un peu plus prudents sur effectivement les angioplasties préemptives chez des patients asymptomatiques.
Les conclusions des Kadoki sont quand même que l'écho-Doppler reste une technique valable, mais qu'on manque de preuves et qu'il y a besoin de faire des études complémentaires. Pour compléter les choses, je crois qu'il faut bien avoir en tête les critères de sévérité de sténose qu'on peut identifier en écho-Doppler. C'est l'effet Venturi que vous voyez là, qui en fait témoigne d'un gradient de pression qui va donner ce flap en drapeau. On a des sténoses très très serrées qui donnent un signal piaulant en écho-Doppler, et là, c'est des sténoses à risque. On a aussi des sténoses qui s'accompagnent de signes de stase importants, avec ici la formation d'un thrombus pariétal en aval de la sténose. Il faut s'arrêter aussi sur le problème des pièges de la mesure du diamètre résiduel. Voilà un cas d'hyperplasie intimale avec une sténose qu'on caractérise de façon très simple en écho-Doppler. Et tout ça, ça marche bien quand on a une hyperplasie intimale qui est circonférentielle. Et là, les mesures de diamètre sont parfaitement concordantes. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Et on peut avoir des sténoses comme ça très irrégulières. Et de façon antéro-postérieure, on aura un diamètre de 2 mm, donc très critique. Mais en coupe coronale, on sera avec un diamètre de 4 mm. Donc soyez très attentifs dans les mesures que vous faites. Il faut aussi prendre en compte ce que j'appelle des sténoses élastiques. Alors voilà une sténose très serrée avec un diamètre de la lumière résiduelle de 2,4 mm. Et puis, si on compte la fistule en aval, on voit cette sténose qui se dilate pour atteindre un calibre de 3,6 mm. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est pas la vraie sténose, c'est lié à l'effet Venturi. Et la vraie sténose, elle est à cet endroit-là. Donc, c'est clair qu'on peut avoir tendance à surévaluer des sténoses. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on a des sténoses avec un débit de la fistule qui est conservé, comme c'est le cas chez ce patient. Enfin, il peut y avoir des discordances entre le diamètre résiduel et les vitesses mesurées, comme c'est le cas ici, une sténose très serrée avec un diamètre résiduel de 2 mm, et puis des vitesses qui sont augmentées, mais de façon assez modérée. Et ça peut se voir s'il existe un drainage par des veines collatérales en amont de la sténose. Il faut savoir qu'il peut exister des sténoses proximales associées au niveau de l'artère donneuse ou de l'anastomose qui vont minorer les vitesses. Et puis, et ça c'est très fréquent, il existe des sténoses veineuses combinées, associées, et on a souvent une sténose périphérique et une sténose plus proximale. Alors ça, c'est assez simple à identifier, ne serait-ce que sur des critères indirects. Quand on a une veine qui s'écrase très facilement, eh bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de sténose en aval. Quand on est en amont d'une sténose, on a beaucoup de mal à écraser la veine, qui reste très pulsative, et ça, c'est un marqueur infaillible d'une sténose d'aval. Donc, pour faire la synthèse de ce cours exposé, je crois que l'examen clinique reste la base et on ne fait jamais d'examen écho-Doppler sans avoir fait au préalable un examen clinique. Et je pense aussi qu'il y a peu de sténoses strictement asymptomatiques. Si on fait un examen clinique très détaillé, on va trouver des signes évocateurs. La caractérisation des sténoses, elle doit être de toute évidence multifactorielle. On doit tenir compte du débit, du diamètre de la lumière résiduelle, idéalement sous compression, et des vitesses max. Il faut toujours avoir en tête la possibilité de pathologies associées, plusieurs sténoses, des sténoses et d'autres facteurs de dysfonction de la fistule. Donc, c'est tout le problème de l'imputabilité des sténoses par rapport à la problématique néphrologique. Et il est clair qu'on ne peut pas faire un examen écho-Doppler et interpréter le résultat d'un examen écho-Doppler si on n'a pas en tête le contexte néphrologique et idéalement aussi les caractéristiques basales de la fistule pour suivre l'historique d'évolution du débit et des lésions qu'on peut observer. Et pour finir, tout résultat d'un examen écho-Doppler doit s'assortir d'une cartographie qui sera la base de discussion pour une prise en charge thérapeutique éventuelle ou tout simplement pour une surveillance si la sténose n'est pas critique. Voilà.